Telle fut donc l'histoire à la fois brève et tragique de Zahir Taaf, jeune star du rap birman devenu député, vous l'avez vu, aux côtés d'Aung San Suu Kyi, avant de basculer dans la lutte armée contre le pouvoir en place, puis d'être exécuté, voilà 3 ans, par la junte birmane. Sur un plan politique, que nous raconte le parcours de ce rappeur pro-démocrate, héros de ce film réalisé par Thomas Dandois, et la Birmanie serait-elle condamnée pour longtemps encore à être dirigée par la junte militaire? Nous allons maintenant en débattre avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc, en commençant par vous, Christian Lechervy, bienvenue à vous. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Birmanie, c'était entre 2018 et 2023, et aujourd'hui envoyé spécial pour la Birmanie en poste à Paris. Votre dernier ouvrage s'intitule L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, et il est disponible aux éditions Odile Jacob. Tintin Tarmint est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes birmane, arrivé en France voilà maintenant 23 ans. Vous êtes médecin épidémiologiste et vous présidez l'association Dos à Dos Ensemble pour le Myanmar, qui s'est donné pour objectif de promouvoir la Birmanie et mettre en lumière la situation politique du pays pour y défendre les droits humains et soutenir sur place l'assistance humanitaire. Et puis enfin avec nous Olivier Guyard. Bienvenue à vous Olivier Guyard. Vous êtes docteur en droit international public, chercheur à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et directeur du service d'information et d'analyse chez Crisis 24. Vous êtes l'auteur de Birmanie 2020, de l'état des lieux aux perspectives. C'est un ouvrage publié en 2019 chez Dalloz. Une carte pour commencer, après avoir vu ce film, pour situer la Birmanie, avec ses 57,5 millions d'habitants, 87% de la population est bouddhiste, 6,2% de chrétiens, 4,3% de musulmans, notamment cette minorité musulmane des Rohingyas, dont il a été évidemment question dans ce film, et on y reviendra sans doute dans notre échange. On voit cette frontière avec la Chine aussi au nord-est, plus de 2000 km de frontières, autres pays autour de la Birmanie, le Bangladesh, l'Inde, le Laos et la Thaïlande. La Birmanie reconnaît aujourd'hui 132 ethnies sur son territoire, officiellement, mais ne reconnaît pas cette minorité musulmane que sont les Rohingyas. Après avoir vu ce film, et je vais commencer par vous, connaissiez-vous Zahir Taaf? Est-il un héros de la résistance birmane aujourd'hui, reconnu comme tel dans son pays? Oui, tout à fait. Zahir Taaf, je n'ai pas connu personnellement, mais c'est un symbole et également un figure très important parce qu'il a commencé son rap, en fait, son groupe de rap qui représentait vraiment les gens, les jeunes de la rue et aussi des jeunes générations. Donc, lui, c'est une voix qui représentait les jeunes générations et c'était le premier rappeur et les jeunes qui est représenté comme politicien au Parlement birman. Et le rap, ce genre musical, est-il un mode de résistance aujourd'hui encore en Birmanie? Vous imaginez maintenant beaucoup de rappeurs qui ont vraiment les grandes lignes de la résistance, beaucoup, soit à l'intérieur du pays en cachet ou dans les jungles ou peut-être à l'étranger. Mais ils continuent en fait, c'est vraiment Zahir Taaf, c'est la figure extrêmement importante, un de nos héros de la résistance et qui nous restera dans nos cœurs et dans nos mémoires toujours. Plus au-delà, qu'est-ce qu'elle nous raconte, l'histoire de ce pro-démocrate qu'était ce rappeur birman? Pour moi, ce documentaire, il a d'abord une résonance émotionnelle, puisque j'ai connu l'intéressé. Lorsqu'il était député, peut-être? Même comme chanteur, la scène musicale birmane, elle prend différentes formes. L'Institut français, qui est installé depuis 60 ans en Birmanie, a eu l'occasion de le faire venir, de faire découvrir aussi la musique du rap à la jeunesse, de coproduire un certain nombre de nouveaux événements. Et donc c'était quelqu'un que l'on connaissait à l'Institut. C'est quelqu'un que l'on a aussi suivi à partir de son procès. Et je peux dire avec beaucoup d'émotion, me souvenir exactement des rumeurs qui ont d'abord circulé sur sa possible exécution, lui et quelques autres prisonniers. Il y a plus de 100 personnes condamnées à mort aujourd'hui dans les prisons birmanes.
puis la rumeur de son exécution, et puis malheureusement, j'ai dû confirmer, y compris à mes collaborateurs locaux qui le connaissaient également, son décès. C'est quelqu'un de très connu, d'abord parce que c'est un quadragénaire, il est, je dirais, la génération de la Révolution de 1988, donc il avait déjà cette aura. Le milieu des artistes, les rappeurs, les chanteurs de hip-hop, le mouvement punk, tous ces courants musicaux existent, s'influencent les uns les autres, et ils traitent pas seulement des sujets politiques, mais aussi les sujets de société, ont dû s'adapter aussi à la censure des précédents régimes militaires. Ce chanteur, il incarne tout ce parcours, celui de la censure, celui de l'ouverture, celui du coup d'État, celui de la répression. Et effectivement, il y a une maturité qui a fait que ces engagements, qui étaient d'abord des engagements, je dirais, d'une génération par rapport aux problèmes de société, s'est traduit à partir de 2021 par le choix des armes. Et il incarne ça comme d'autres poètes, comme d'autres artistes. Alors, il y a eu ce fameux coup d'État de 2021, la prise de pouvoir par la junte militaire. Est-ce qu'on peut parler d'une prise de pouvoir? Parce que si on comprend bien, cette junte militaire a toujours exercé le pouvoir dans ce pays depuis, j'ai presque envie de dire, l'indépendance du pays, ou presque. En tout cas, durant ces dernières années, les années 2000, c'est un fait. Même s'il y a eu cette parenthèse démocratique, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, entre, vous l'avez dit, peut-être on va la situer entre 2010 et 2021. Olivier Guyard. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une junte qui n'écoute personne, qui préserve ses intérêts au mépris de sa population, au mépris de son image internationale qui est évidemment détestable, mais ce régime le mérite bien, et qui n'a en définitive comme pour seul projet de se maintenir coûte que coûte. Avec quelques soutiens extérieurs, nous en parlerons un petit peu plus tard. Ouais. Cette junte a, d'une manière ou d'une autre, toujours été l'alpha et l'oméga du pouvoir, quand bien même la Constitution laisserait la place à un régime qui serait plus démocratique qu'autre chose, dans un cadre que l'on souhaiterait être fédéral. Bref, les militaires ont toujours eu un souci particulier d'avoir l'esprit de la Constitution et leur interprétation, et en ayant tout le temps la voix ou le levier du dernier argument, en disant, écoutez, si ça ne nous plaît pas, de toute façon, faites bien attention, nous sommes là, nous sommes une des armées les plus nombreuses en termes d'hommes et en termes de capacité en Asie. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous du jour au lendemain, vous connaissez la sentence. Donc, quoi qu'il en soit, la Birmanie n'a pas encore eu, malgré ses velléités démocratiques, malgré ses icônes, Aung San Suu Kyi, le défunt rappeur en question, qui laisse une trace indélébile profonde dans la société contemporaine. Bref, les militaires sont aujourd'hui contestés, on le verra, on en discutera, etc. Ils n'ont probablement une mainmise directe sur le territoire qui se réduit, mais ils sont eux aussi tristement résilients, ils sont soutenus de l'extérieur et pour l'instant, ils ne considèrent pas qu'ils ont perdu la partie. Donc cette partie d'échec entre le monde pro-démocratique, le soutien majoritaire de la population et ces hommes en uniforme se prolonge avec des drames, avec des douleurs et avec malgré tout un peu d'espoir, c'est bien normal. Et on l'apprend dans ce film, la Constitution accorde toujours à l'armée le quart des sièges aux assemblées nationales et régionales du pays, ainsi que les 3 ministères de l'Intérieur, de la Défense et des territoires frontaliers. Ça en dit long sur la nature du régime aujourd'hui. On parle beaucoup de guerre civile dans ce pays depuis maintenant quelques années, 3 ans. C'est le cas, on peut parler réellement d'une véritable guerre civile dans ce pays. Pour moi, la guerre civile, ce n'est pas que depuis 3 ans, depuis 2021. La guerre civile est depuis 1947. Donc, il y a toujours des conflits avec des organisations ethniques contre le pouvoir central. Là, maintenant, depuis le coup d'État, je ne souhaiterais pas dire que ça soit une guerre civile. C'est la résistance de tout un peuple qui ont contre son autorité, en fait, la junte et le régime militaire. Est-ce que c'est une guerre civile? Oui, il y a beaucoup de conflits armés partout, mais je pense que c'est une espèce de résistance. C'est la résistance pour moi, la révolution. Depuis Est-ce qu'elle est diverse, est-ce qu'elle est variée, cette résistance, d'un point de vue ethnique, par exemple, ou est-ce qu'elle est unie face à cette junte militaire aujourd'hui? En fait, après ce coup d'État, ce n'est pas que de la résistance armée, en fait, ce que je souhaiterais dire. Il y a une transformation sociétale. Cette transformation, cette résistance est beaucoup plus en fait, menée par les jeunes comme Zeyato et de cette génération, beaucoup d'artistes en exil et beaucoup des professeurs, des professionnels de santé. Ils ont été menés.
ce changement, en fait, c'était plutôt très divers. Il y a plusieurs ethnies. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Birmanie, ils sont tous réunis. Ils ont un commun, un ennemi commun. Et il y a une conscience de la propagande, tout ce qui s'est passé depuis 62, en fait, le régime dictateur. On a une confiance de comment on a été manipulé. Tout s'est réuni. Et donc, il y a plusieurs sortes de résistants. Résistants armés et également résistants d'idéologie et également aussi de développement de toutes les régions et aussi tous les secteurs médicaux et la manière qu'on travaille ensemble, la manière de collaboration, tout ça, pour moi, toute la société était vraiment en train de transformer. Et il est extrêmement difficile de retenir à l'époque de 2020 parce que la société a complètement transformé. Cette situation intérieure, comment est-ce qu'on peut la décrire assez simplement pour tous ceux et toutes celles, effectivement, qui ne connaissent pas ce pays et cette situation politique intérieure? Depuis le coup d'État du 1er février 2021, au fond, il y a trois grandes évolutions. La première, c'est qu'il y a eu une lutte pacifique contre le régime militaire. Et ça existe encore aujourd'hui. Ça prend des formes de boycott de produits réalisés par les conglomérats de l'armée, les bières, les cigarettes, des manifestations de rue spontanées. On se donne rendez-vous à un endroit, on déplie des pancartes, on les met sur les réseaux sociaux. Donc cette dimension pacifique qui a été au cœur de la résistance politique après les violences de 1988, qui ont vu émerger la prix Nobel de la paix de Aung San Suu Kyi, elle persiste et elle est très prégnante en milieu urbain en particulier, mais aussi dans les zones rurales. Et puis il y a la résistance armée. Et il y a la résistance armée. Alors j'allais dire, il y a les résistances armées. Il y a les jeunes qui, devant la violence commise par l'armée, ont décidé de prendre les armes. Le reportage et la mémoire de cet artiste en témoignent. Il n'y a pas d'autre solution que la voie armée. Et donc ces jeunes vont partir, d'abord se former là où c'est possible, c'est-à-dire auprès de groupes ethniques armés, comme le rappelait Tintin. Ces groupes, ils existent pour certains depuis 1947. Ils ont une expérience de combat. Ça ne veut pas dire qu'ils combattaient ces dernières années. Certains poursuivaient leur offensive. Donc il y a eu une formation, il y a eu une professionnalisation et ils se sont développés, enquistés, en particulier dans la zone centrale, notamment celle qui est malmenée par le terrible séisme du 28 mars. On a une lutte armée, je veux dire, qui est générée par le coup d'État dans la zone centrale qui n'avait pas connu d'affrontement au fond depuis les années 50. Et puis il y a un troisième groupe, qui sont les groupes ethniques armés, qui pour beaucoup vont faire le choix d'appuyer cette révolution de la génération Z, de ces jeunes venus des milieux urbains. Et ces conflits, aujourd'hui, sont générés aussi bien sur la périphérie, le long de la frontière du Bangladesh, le long de la frontière de l'Inde, le long de la frontière chinoise, le long de la frontière thaïlandaise. Et donc, il y a des combinaisons opérationnelles qui pressent sur le centre du pays, jusque dans la capitale. Il y a quelques mois à peine, le principal aéroport de la capitale a été touché par des tirs de drones. Et donc, il y a une pression qui s'exerce de manière combinée des jeunes nés des mouvements de résistance, je dirais, pacifique, fondamentalement au départ, et des groupes ethniques qui ont aussi leur projet politique d'aller vers un État fédéral. Au final, la junte contrôle quelle proportion du territoire birman? Ce n'est pas très simple à établir au centimètre près ou au mètre carré près. On a coutume de penser aujourd'hui que sa mainmise directe, son autorité, elle aurait un tiers de son territoire sous son emprise militaire ou avec des hommes armés ou en uniforme direct. Ça semble très peu, un tiers. Ça semble très peu. Après, ce sont les centres névralgiques. Donc, les grandes agglomérations, le centre économique, la capitale qui semble avoir donc évidemment souffert au niveau humain et au niveau infrastructure. Elle n'a pas non plus perdu. Elle a perdu beaucoup de terrain. Les groupes ethniques armés et les forces, les milices populaires citoyennes locales, ce qu'on appelle les People's Defense Forces, donc qui se sont multipliées, se sont dispersés sur la totalité du pays avec un niveau de professionnalisation qu'évoquait Christian tout à l'heure qui est remarquable. Les forces armées ont perdu beaucoup de terrain. Elles souffrent de désertion
au profit donc, de la résistance pro-démocratie, au profit de ces milices locales, mais elle continue à recevoir de l'armement, donc russe, de l'armement de la Chine, qui est l'interlocuteur qui discute avec tout le monde, avec les pro-démocraties, avec le militaire, avec les milices locales. Donc l'armée n'a pas dit son dernier mot. Elle a beaucoup à perdre. Puisque donc, si jamais demain le pouvoir, le numéro 1 de la junte le disait il y a quelques jours, tout est négociable, sauf un retrait de l'armée du pays dans des instances gouvernementales ou autres. Donc l'armée a beaucoup à perdre, elle va s'accrocher certainement jusqu'au bout. Et de l'autre côté, nous sommes donc face à un mouvement de démocratie, pro-démocratie, qui se dit qu'ils iront jusqu'au bout aussi. D'où la situation évidemment d'impasse et de drame que l'on vit au quotidien, littéralement du nord au sud et d'est en ouest aujourd'hui en Birmanie. Cette capitale, je vais la citer, hein, c'est Naypyidaw, j'espère que je le prononce correctement. Naypyidaw. Oui. Et non Rangoon, hein, comme certains pourraient souvent le penser, parce que c'est un nom qu'on connaît bien du côté de la Birmanie, mais ce n'est pas la capitale birmane, c'est l'ancienne capitale birmane. Le retour à une pseudo-démocratie, je ne sais pas comment on peut dire les choses, est souvent promise par le pouvoir en place. Il y a un régime d'urgence qui est réédité tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, cette junte militaire promet un retour à une forme de démocratie dans le pays, autrement dit un retour à des élections. Est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui? Non, pas du tout. Ils ont promis ces élections depuis les premiers jours de coup d'État. Et maintenant, ils sont en train de perdre, comme Olivier a dit. Il ne reste que 30% de pays, territoires de pays, en fait, qu'ils ont sous le contrôle. Mais est-ce qu'il contrôle vraiment son peuple? Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens à Rangoon, à Naypyidaw, à Mandalay. Il y a beaucoup de monde qui sont contre. Mais quand même, ils sont restés dans ces lieux, mais qui sont complètement... Ça fait partie des boycotts, ça fait partie de résistance, qui soutiennent discrètement à la résistance. Donc je pense que ils vont repousser jusqu'au bout, tout en promettant encore des élections. Ça a poussé déjà 4 ans. Et je n'y crois pas du tout, ils ne sont pas capables. Et quand ils font, ils vont faire peut-être aux alentours de Naypyidaw des élections. Ça n'a aucune valeur, mais il ne faut surtout pas soutenir ça. Olivier Guyard évoquait les soutiens extérieurs. Il faut peut-être les souligner, ces soutiens extérieurs, pour bien comprendre le pourquoi de cette mainmise de la junte au pouvoir aujourd'hui en Birmanie. La Russie, d'une part, qui arme, semble-t-il, et finance pour bonne partie ce régime aujourd'hui, et la Chine, dont on a vu qu'elle avait plus de 2000 km de frontières avec le pays. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce soutien étranger? Et est-ce que c'est bien la Chine et la Russie et la Chine qui soutiennent ce pouvoir en place aujourd'hui en Birmanie? Bon, ce sont évidemment 2 problématiques différentes. Pour la Russie, c'est un partenariat militaire pour l'essentiel. Qui a commencé avant le coup d'État et la relation entre le général Min Aung Hlaing qui dirige le régime militaire et la Russie. Le général visitait la Russie du temps même du gouvernement civil. Donc la Russie arme la junte militaire. Elle vend des équipements de défense, elle livre des équipements de défense, en particulier dans le domaine aéronautique. Avions de combat, hélicoptères, qui sont aujourd'hui utilisés massivement contre les oppositions, y compris en ciblant de manière assez méthodique des cibles civiles. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des écoles, ça peut être y compris des édifices religieux. Le soutien est aussi diplomatique, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il peut être politique. La junte dit qu'elle veut organiser des élections deuxième quinzaine de décembre 2025, première quinzaine de janvier 2026. Elle offre ses services, elle est prête à envoyer des observateurs. La Biélorussie, qui a été également visitée il y a quelques semaines par le numéro 1 de la junte, offre le même type de facilité. Du côté chinois, c'est fondamentalement différent. C'est un pays qui a une frontière commune. Et cette frontière, aujourd'hui, la junte ne la contrôle plus pour l'essentiel. C'est ça aussi le grand changement. C'est que la junte a perdu la maîtrise des frontières avec le Bangladesh, avec l'Inde, avec la Chine, avec la Thaïlande. Et à Bangkok, à New Delhi, à Pékin, à Dakar, on doit prendre en considération ces acteurs non étatiques qui ont des capacités militaires. Et donc la Chine, elle doit composer avec des groupes armés qui sont sur sa frontière, qui maîtrisent une certaine sécurité de sa frontière. C'est une région qui recèle des ressources naturelles importantes,
des terres rares, les mines, je dirais, de pierres précieuses, celles de Kessel, de la vallée des Rubis, qui recèlent aussi des réserves de jade tout à fait considérables. Et puis, le régime de Pékin est quand même très attentif à ce que le régime militaire ne s'effondre pas, parce qu'il y a des infrastructures qui connectent l'océan Indien à l'économie chinoise. C'est notamment le cas avec un gazoduc, un oléoduc, qui sont très importants. Donc il y a des intérêts économiques avec lesquels Pékin doit composer dans sa relation avec le régime qui est en place à Naypyidaw. Et du côté de la Thaïlande, du Laos, du Bangladesh, voire de l'Inde, qu'en est-il d'un soutien éventuel à cette junte militaire? Alors si soutien il est infiniment plus diffus, il n'y a pas de véritable contestation. C'est un petit peu ce que l'on peut reprocher aux pays voisins du Sud-Est asiatique, en y associant donc ce grand voisin du sous-continent indien, c'est qu'en définitive, à défaut de politique de soutien ou de contestation, c'est une meule. Il y a plusieurs acteurs qui voudraient en dire davantage, mais avec le sacro-saint principe d'unité de l'ASEAN, donc cette organisation régionale du Sud-Est asiatique, on rechigne certains régimes formant donc cet ASEAN ne sont pas non plus des modèles de démocratie ou de bonne gouvernance. Les militaires ont la voie... On pense à la Thaïlande, par exemple. Notamment. Ouais. Donc, on se garde d'être trop demandant, d'être trop intransigeant. Et puis surtout, pour éviter, on se marque aussi beaucoup. On regarde un petit peu, si jamais je me démarque en étant trop critique, qui profitera un petit peu de ce retour d'influence ou les parts de marché que j'ai dans ce pays. On ne sait jamais. Et c'est toujours pareil. Donc, il y a cette alternance entre ce souhait de démocratique, ces velléités partagé par une majorité de Birmans dans de grandes proportions, mais pour l'instant, la réalité du pouvoir n'est pas dans les mains de cette... Donc tout le monde fait attention à ne pas prendre trop de risques, malheureusement. Et vous nous avez dit que la Russie armait la junte militaire au pouvoir. Qui arme la résistance aujourd'hui? Alors, il y a divers moyens. La résistance a été particulièrement efficace pour prendre des armes, entre guillemets, à ses ennemis du jour, donc les forces de police, les forces armées qui parfois donc, désertent ou perdent des places fortes militaires en laissant le matériel derrière elles. Donc évidemment, tout cela ne tombe pas dans des mains pour rester dans des endroits sans être utilisés. Il y a aussi les groupes ethniques armés qui sont des remarquables trafiquants d'armes sur les frontières depuis des dizaines d'années, des armes qui viennent certainement parfois de l'étranger, de l'autre côté de la frontière. Et puis, bon, il y a aussi, on se débrouille, on est dans une économie de guerre où toute filière pour récupérer de l'armement, pour les assembler sur place, pour transformer quelque chose de civil en militaire. On pense notamment donc aux drones qu'utilise admirablement, dans une grande mesure, depuis 2 ans maintenant, la résistance armée. Tout ceci fait qu'on n'est pas dans un rapport de force. L'armée a du véritable matériel et la résistance en a un petit peu plus, mais ce n'est pas encore une force qui est capable de renverser l'armée par le seul recours à son armement un peu léger. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles d'Aung San Suu Kyi, qui a un temps dirigé le pays sous le contrôle des militaires, qui ensuite a été condamnée à 33 ans de prison, puis libérée? Où est-elle aujourd'hui? Que fait-elle? On ne sait pas où elle est. Ou soupçonnée, elle n'est pas très loin de Naypyidaw, de la capitale. Par certaines informations de notre réseau, apparemment, elle n'a pas été touchée par le séisme, ce qui se passait. Elle a été une figure très importante pour nous. Elle a été notre mère de notre deuxième indépendance. Mais maintenant, cette résistance, elle nous a laissé un petit mot, en fait, après le coup d'État, ce qu'on avait vu, en fait, c'est à nous à prendre la main. Et maintenant, les jeunes, et aussi, les jeunes prennent le relais de ça. Et c'est le peuple qui a le pouvoir. Cette résistance est vraiment beaucoup inspirée par elle. Mais je pense que ça, c'est maintenant, à partir de maintenant, la jeune génération, la résistance. C'est vraiment, la page est assez tournée. Mais elle restera toujours notre figure d'inspiration pour l'histoire de l'indépendance et pour aussi l'envie de liberté d'expression, de liberté tout court. C'est elle, c'est grâce à elle. Et il y a combien de prisonniers politiques aujourd'hui en Birmanie? Plusieurs milliers aujourd'hui. Ce qu'on espère, c'est aussi l'aide humanitaire. Il y a 3,5 millions de déplacés, 20 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire. Le pays est confronté à une multicrise. Et la principale est aussi la crise humanitaire. Il faut que l'aide parvienne
à ceux qui en ont besoin, là où ils sont, sous quelque autorité qu'elle soit. Ça sera le mot de la fin. Malheureusement, on aurait voulu rester encore bien plus longtemps avec vous pour évoquer la situation en Birmanie, qui plus est après ce terrible tremblement de terre qui a touché le pays le 28 mars dernier, qui a fait des milliers de victimes, et tremblement de terre après lequel le régime en place a demandé l'aide internationale. C'est assez nouveau. Si ça peut faire un tant soit peu sortir ce régime de son isolationnisme, c'est peut-être la seule bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à propos de ce terrible séisme. Merci à vous trois. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée, à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Débadoc, bien entendu. Ça sera à la même place, la même heure, et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.